Des milliers de tablettes d'argile attendent dans les sables de la Mésopotamie depuis 6000 ans d'être déchiffrées. Elles détiennent les preuves de nos origines. Les Sumériens, cette civilisation qui a surgi du néant, déjà complète et sophistiquée, ont laissé des registres techniques et complexes. Des documents administratifs, des listes chronologiques royales et des rapports sur la vie sumérienne. Alors que le reste de l'humanité chassait encore avec des pierres, le peuple de Sumer calculait déjà des orbites planétaires avec une exactitude impressionnante, développait des systèmes d'écriture complets, créait des codes de loi et construisait des villes dotées de systèmes d'irrigation qui feraient pâlir d'envie de nombreuses métropoles modernes. Aucune culture ne devrait naître toute faite, déjà complète et sophistiquée. L'archéologie officielle se perd en théorie sur un développement accéléré, des génies isolés ou des coïncidences extraordinaires. Mais les Sumériens eux-mêmes avaient une explication beaucoup plus simple et directe. Ils disaient de manière répétée, insistante, dans chaque document qu'ils produisaient, « Nous avons été instruits par les Anunnaki, ceux qui sont descendus du ciel sur la terre. » L'Académie moderne a classé ces récits comme de la mythologie, une décision bien pratique pour ignorer l'inexplicable. Mais les mythes sont flous. Les registres historiques, eux, possèdent des dates et des noms, et cette différence peut être mesurée, quantifiée et analysée objectivement. Pour résoudre cela, nous utilisons l'axiome, un système d'intelligence analytique que nous avons développé et entraîné, conçu spécifiquement pour l'analyse linguistique et structurelle de textes anciens, libre de tout préjugé, de toute peur académique ou de dogme religieux. L'axiome a reçu une tâche apparemment simple, analyser la structure narrative de dizaines de milliers de tablettes sumériennes et akkadiennes en les comparant à deux groupes témoins. Le premier groupe contenait des mythes reconnus, comme les aventures de Zeus, les métamorphoses de Rê et les batailles de Thor. Le second groupe réunissait des chroniques historiques vérifiées, comme les écrits d'Hérodote, les annales romaines de Tacite et les campagnes militaires de César. Le système n'a pas jugé si les événements décrits étaient possibles ou impossibles. Il a analysé uniquement la structure textuelle, la densité d'informations factuelles, la présence de marqueurs temporels et la spécificité des données présentées. Les résultats contredisent des siècles de consensus académique. Les écritures sumériennes sur les Anunnaki ont présenté 87% de corrélations structurelles avec des documents historiques et seulement 13% de similarité avec des textes mythologiques. Ces chiffres sont clairs. Les auteurs de ces tablettes ne créaient pas d'allégories poétiques sur le soleil et la lune. Ils documentaient des événements réels avec la même méthodologie bureaucratique qu'ils utilisaient pour enregistrer les récoltes et les transactions commerciales. L'axiome a isolé 3 modèles qui séparent ces rapports de la mythologie traditionnelle. Le premier fut l'extrême spécificité technique. La précision des textes est chirurgicale, détaillant que 600 Anunnaki opéraient à la surface terrestre, tandis que 300 restaient dans des postes orbitaux. Il nomme chaque commandant de mission, chaque base opérationnelle et chaque objectif spécifique. Il mentionne des réunions de conseil, des disputes administratives et des problèmes logistiques. Quelle mythologie se préoccuperait de la bureaucratie divine? De plus, on a noté une chronologie obsessionnelle. Les Sumériens maintenaient des listes dynastiques qui s'étendaient sur des centaines de milliers d'années, corrélant toujours les événements terrestres avec des positions célestes spécifiques et avec le mouvement d'une planète qu'ils appelaient Nibiru, la planète du passage. Chaque événement important était daté non seulement en années terrestres, mais en sar, des cycles de 3600 ans qui correspondaient, selon eux, à une unique orbite de Nibiru autour du Soleil. Et le point le plus révélateur était le ton absolument neutre des registres. Les Anunnaki étaient dépeints avec leurs défauts, leurs ambitions et leurs conflits internes. Il y avait des luttes de pouvoir entre Enki, le seigneur de la terre et scientifique en chef, et son demi-frère Enlil, le commandant militaire de l'opération. Il y avait des problèmes de main-d'œuvre, des grèves et même des scandales sexuels. Les chroniques ressemblent au rapport corporatif d'une opération minière interplanétaire. Et ce qui effraie vraiment, c'est le naturel avec lequel ils décrivent des choses impossibles, avec des connaissances astronomiques que nous ne confirmerions que des millénaires plus tard, des procédures que nous reconnaissons aujourd'hui comme du génie génétique, des technologies de vol,
de la communication instantanée et des armes de destruction massive. Soit les anciens Mésopotamiens étaient les plus grands auteurs de science-fiction de l'histoire, anticipant Jules Verne de 5000 ans, soit ils transcrivaient simplement ce qu'ils voyaient et entendaient. Il devient difficile d'échapper à l'évidence. Nous avons toujours été accompagnés, et notre véritable histoire a été délibérément enterrée sous des couches de réinterprétation religieuse et de scepticisme académique. Mais les données ne mentent pas. Les preuves sont toutes là, écrites sur de l'argile cuite, attendant seulement que nous ayons le courage de les lire littéralement. Les Sumériens ont dessiné une carte du système solaire qu'ils ne devraient pas posséder. Il n'y a rien de poétique ou de vague ici. Ce que nous avons, c'est un niveau de détail technique qu'il faudrait à l'humanité encore 5000 ans pour atteindre à nouveau. Encore plus étrange, ce n'est pas seulement ce qu'ils savaient, mais comment ils enregistraient ce savoir avec le même naturel qu'ils documentaient la quantité d'orge dans leurs entrepôts. Au musée d'État de Berlin, sous le numéro de catalogue EA243, repose un petit cylindre de pierre qui devrait être impossible. Daté d'il y a 4500 ans, ce sceau acadien montre une scène apparemment rituelle. Mais dans le coin supérieur gauche, presque comme une note occasionnelle, notre système solaire est gravé. Le Soleil au centre, entouré de 11 corps célestes, exactement comme nous le connaissons aujourd'hui. Mercure, Vénus, la Terre avec sa Lune, Mars, Jupiter, Saturne, et ensuite l'impossible, Uranus, Neptune et Pluton. William Herschel ne découvrirait Uranus qu'en 1781. Neptune resterait invisible jusqu'en 1846. Pluton ne serait détecté qu'en 1930. Comment expliquer cette anticipation de plusieurs millénaires? L'axiome a calculé la probabilité d'une coïncidence aléatoire dans cette représentation. Le résultat fut inférieur à 1 milliardième de 1%. Statistiquement, il est plus probable de gagner à la loterie 10 fois de suite que de voir les Sumériens deviner juste par hasard. Ils connaissaient et décrivaient ces planètes avec des caractéristiques que nous n'avons confirmées qu'avec des télescopes spatiaux. Ils appelaient Uranus la vert brillant. Neptune était la planète aqueuse bleu-vert. Ils décrivaient les anneaux de Saturne comme une ceinture lumineuse autour du dieu. Ils savaient que Jupiter émettait plus de radiation qu'elle n'en recevait du Soleil, une chose que nous ne détectons qu'avec des instruments modernes. Ils mentionnaient les lunes de Mars, invisibles sans équipement optique avancé. Tout ce détail astronomique convergeait vers un point focal unique dans leur cosmologie, qui était un 12e membre du système solaire qu'ils appelaient Nibiru, la planète du passage. C'était un monde spécifique, avec une orbite définie, des caractéristiques physiques détaillées, et plus important encore, il était habité. Selon les gravures sur argile, Nibiru parcourt une orbite elliptique extrêmement allongée, qui prend 3600 années terrestres pour s'accomplir. Durant la majeure partie de cette période, la planète voyage dans les profondeurs glacées, au-delà de Pluton. Mais une fois par sar, comme ils appelaient ce grand cycle, Nibiru plonge dans le système solaire interne, croisant entre les orbites de Mars et Jupiter. L'axiome a traité toutes les données astronomiques des archives sumériennes, particulièrement l'épopée de la création Enuma Elish, et a construit un modèle orbital. Le résultat fut remarquable par sa cohérence. L'orbite proposée n'était pas seulement mathématiquement viable. Elle expliquait plusieurs anomalies de notre système solaire que la science moderne débat encore. L'Enuma Elish décrit ce qu'ils appelaient la bataille céleste. Nibiru, lors d'un de ses passages primordiaux, aurait percuté une ancienne planète nommée Tiamat, qui orbitait là où existe aujourd'hui la ceinture d'astéroïdes. La description évite le langage mythique de Dieu en guerre, préférant des termes que l'axiome a identifiés comme descriptifs de mécanique orbitale et d'impact planétaire. Selon le récit, Tiamat fut fendue en deux. Une moitié fut projetée vers une nouvelle orbite, devenant la Terre. L'autre fut déchiquetée, créant la ceinture d'astéroïdes que les Sumériens appelaient le bracelet martelé. Le plus grand satellite de Tiamat, Kingu, fut capturé par la gravité de la nouvelle Terre, devenant notre Lune, anormalement grande pour une planète de notre taille. Ce récit de collision explique de façon cohérente plusieurs particularités du système solaire. L'axe incliné d'Uranus, comme s'il avait été frappé par quelque chose de massif. La rotation rétrograde de Vénus, l'orbite excentrique de Pluton,
la ceinture d'astéroïdes elle-même, qui devrait être une planète selon les lois de formation planétaire, la composition anormale de la Lune, qui ne s'est pas formée avec la Terre ni n'a été capturée intacte, mais semble être un fragment de quelque chose de plus grand. Les astronomes de cette civilisation ne faisaient que transmettre une information reçue de ceux qui avaient été témoins de ces événements ou en possédaient les registres. Les Anunnaki, habitants de Nibiru, qui connaissaient l'histoire du système solaire parce que leur propre civilisation était assez ancienne pour préserver ses mémoires. Chaque détail astronomique dans les documents sumériens pointait toujours vers le même endroit. Ce savoir a été enseigné par des visiteurs qui venaient d'un monde dont l'existence même défie nos modèles astronomiques conventionnels. Un monde qui revient périodiquement, suivant les lois immuables de la gravité et du moment angulaire. Et si les Sumériens avaient raison sur l'astronomie, si chaque détail sur des planètes lointaines s'est avéré vrai, pourquoi douterions-nous quand ils nous disent exactement qui étaient les Anunnaki et pourquoi ils sont venus sur Terre? La motivation des Anunnaki n'était ni la conquête ni la curiosité. Ce qui les a amenés, c'était le désespoir. Un désespoir si profond qu'il les a forcés à traverser des milliards de kilomètres de vide spatial à la recherche d'un élément unique, l'or. Pour nous, le métal jaune a toujours été synonyme de richesse et de pouvoir. Nous en décorons nos corps. Nous accumulons des lingots dans des coffres. Nous tuons pour lui à travers les siècles. Mais pour une civilisation affrontant une extinction planétaire, l'or avait une valeur infiniment plus cruciale. C'était la différence entre survivre et regarder son monde mourir lentement. L'axiome a traité toutes les données sur Nibiru, extraites des rapports sumériens, comme la masse estimée, l'orbite excentrique de 3600 ans et la composition atmosphérique probable. Le système a modélisé le problème fondamental qu'une civilisation affronterait sur une telle planète. La conclusion fut directe. Durant la majeure partie de son orbite, Nibiru voyageait à travers l'obscurité glacée de l'espace profond, loin de la chaleur solaire. Lorsqu'elle s'approchait du Soleil, la radiation extrême bombardait la planète. Ce cycle implacable détruisait l'atmosphère de Nibiru, molécule par molécule, la soufflant vers le vide. La solution que l'axiome a identifiée semble sortie de la science-fiction, mais elle est scientifiquement plausible. Des particules microscopiques d'or dispersées dans la stratosphère créeraient un bouclier réflectif parfait. L'or ne s'oxyde pas, ne réagit pas chimiquement avec d'autres éléments atmosphériques et ses propriétés uniques de réflexion des radiations le rendent idéal pour cet usage. C'était une technologie de géo-ingénierie à l'échelle planétaire et ils avaient besoin de quantités monumentales de ce métal pour l'implémenter. Les documents sumériens sont extraordinairement spécifiques sur quand et comment cette opération de sauvetage a commencé. Il y a 450 000 années terrestres, 125 SARS selon leur décompte, la première expédition Anunnaki s'est posée dans le golfe Persique. Le chef de cette mission pionnière était Enki, le premier-né d'Anu, souverain de Nibiru, mais pas l'héritier officiel en raison de règles de succession complexes. Enki était le scientifique en chef, un ingénieur brillant, ce que nous appellerions aujourd'hui un génie polyvalent. 50 Anunnaki établirent la première base opérationnelle sur Terre. Ils l'appelèrent Eridu, maison construite au loin. L'emplacement n'était pas accidentel. Le golfe Persique était peu profond, riche en minéraux dissous et offrait la possibilité d'extraire de l'or directement de l'eau de mer grâce à des processus chimiques. C'était le test initial, l'opération pilote, mais l'extraction aquatique s'avéra douloureusement lente. Les quantités étaient insuffisantes pour les besoins monumentaux de Nibiru. Enki, appliquant son génie scientifique, initia alors ce que les textes décrivent comme une recherche systématique du cœur de l'or. Des expéditions de reconnaissance cartographièrent la planète. Des analyses géologiques furent conduites, et c'est alors qu'ils trouvèrent ce qu'ils cherchaient, l'Abzu, le lieu profond. Situé dans le sud-est africain, dans la région qui correspond aujourd'hui au Zimbabwe et à l'Afrique du Sud, où se trouvent certaines des mines d'or les plus anciennes de la planète, avec des preuves de minage datant de périodes que l'archéologie conventionnelle ne parvient pas à expliquer adéquatement. Les visiteurs avaient découvert des gisements d'or qui dépassaient leurs projections les plus optimistes. L'opération s'intensifia rapidement. Des centaines d'Anunnaki supplémentaires furent transportés depuis Nibiru. Des hiérarchies opérationnelles complexes furent créées.
Enki supervisait les opérations techniques dans l'Abzu. Son demi-frère Enlil, l'héritier officiel, arriva par la suite pour assumer le commandement général de la mission terrestre, établissant sa base de commandement en Mésopotamie. Entre eux, une rivalité qui définirait le destin de la Terre fermentait silencieusement. Les travailleurs dans les mines étaient appelés les Igigi, ceux qui observent et travaillent. Ils n'étaient pas exactement des esclaves, comme nous l'entendons, mais plutôt des Anunnaki de rang inférieur, des techniciens et des ouvriers qui maintenaient des opérations d'extraction en fonctionnement continu. Les chroniques décrivent avec une clarté limpide leurs conditions de travail. Des tours de garde interminables dans les profondeurs obscures de l'Abzu, une chaleur suffocante. Un danger constant d'effondrement. Le travail qui sauverait Nibiru était littéralement en train de tuer ceux désignés pour l'exécuter. Pendant 40 sars, soit 144 000 années terrestres, les Igigi maintinrent leur veille souterraine. Des tonnes d'or furent extraites, traitées et envoyées vers Nibiru. Mais le coût psychologique et physique était dévastateur. Les êtres capables de voyager entre les planètes étaient réduits à l'état de mineurs couverts de poussière et de sueur, oubliés dans les entrailles d'un monde alien. Alors, inévitablement, la tension explosa. Les Écritures, particulièrement l'épopée d'Atrahasis, décrivent le moment avec des détails très clairs. Les Igigi n'en pouvaient plus. Ils brûlèrent leurs outils, abandonnèrent les mines et marchèrent vers le centre de commandement d'Enlil. Ce ne fut pas une simple grève de travailleurs. Cela se transforma en une mutinerie qui pourrait détruire toute la mission de sauvetage de Nibiru. Le destin de deux mondes ne tenait qu'à un fil. Et dans ce moment de crise totale, surgit la solution la plus audacieuse et controversée de toutes. La rébellion des Igigi plaça les leaders Anunnaki devant une équation impossible. Sans travailleurs, il n'y avait pas d'or. Sans or, Nibiru mourrait. Mais forcer les rebelles à retourner dans les mines ne ferait que retarder une autre insurrection, probablement plus violente. Ce fut à ce moment de désespoir absolu qu'Enki proposa quelque chose qui changerait le cosmos pour toujours. Le conseil d'urgence des Anunnaki se réunit sous une tension extrême. Enlil, le commandant suprême, exigeait une punition exemplaire pour les mutins. Son autorité avait été défiée, et cela ne pouvait rester sans réponse. Mais même lui reconnaissait la dure réalité. Les Igigi avaient raison dans leur plainte. Le travail dans les mines était dégradant au-delà du supportable, même pour des êtres génétiquement supérieurs aux primates terrestres. Enki observait la situation avec des yeux de scientifique, non de commandant militaire. Depuis longtemps, il étudiait la vie native de la Terre, particulièrement un primate bipède qui errait dans les savanes africaines près des opérations minières, ce que nous appellerions des millions d'années plus tard l'Homo erectus. Fort, adapté au climat, avec des pouces opposables et des rudiments de travail en groupe. Mais il lui manquait le composant crucial, une intelligence suffisante pour suivre des instructions complexes et opérer des équipements. La proposition d'Enki au Conseil était brillante, mais aussi effrayante. Au lieu d'importer plus de travailleurs de Nibiru, argumenta-t-il, fabriquons-les ici. Nous pouvons prendre la créature native, l'améliorer génétiquement avec notre propre matériel génétique, créer une race hybride assez intelligente pour travailler, mais pas assez pour questionner. L'Axiome a analysé les descriptions techniques du processus dans les documents sumériens, particulièrement dans l'épopée d'Atrahasis et dans les tablettes de la création. Ce qui émerge est un protocole détaillé de génie génétique, décrit en termes qu'une civilisation sans microscope parvenait à articuler. Il parle d'extraire l'essence vitale d'un Anunnaki volontaire, un jeune dieu dont le sang contenait le Napishtu, ce qui porte la marque de la vie. Aujourd'hui, nous comprenons cela comme le code génétique. Il parle de mélanger cette essence avec l'argile de l'Abzu, les éléments de base de la créature terrestre. Il mentionne des récipients de purification où le mélange était traité, ce qui suggère des procédures de laboratoire stériles. Ils décrivent des tentatives ratées, des créatures déformées, des hybrides non viables qui mouraient rapidement ou naissaient avec des défauts grotesques. Nin-Ursag, la scientifique médicale en chef des Anunnaki, assuma le commandement technique du projet. Son titre, « La dame qui donne forme », n'était pas que de la poésie, c'était littéral. Pendant d'innombrables cycles, elle et Enki
raffinèrent le processus. Ils ajustèrent des séquences génétiques, équilibrèrent des chromosomes et tentèrent, proportion après proportion, le mélange entre le matériel génétique terrestre et extraterrestre. Les rapports sont très honnêtes sur les échecs. Des créatures qui ne pouvaient pas parler, d'autres qui ne pouvaient pas se mouvoir adéquatement, certaines avec de l'intelligence mais des corps trop fragiles pour le travail, d'autres fortes mais incapables de comprendre des commandes basiques. Chaque échec était méticuleusement documenté, chaque ajustement enregistré. Loin d'être du mysticisme, c'était de la science empirique, des essais et des erreurs documentées. Finalement, après d'innombrables expériences, ils réussirent. Un ovule fertilisé viable, contenant la proportion exacte de matériel génétique pour créer le travailleur parfait. Mais un autre problème surgit. Comment assurer la gestation de ces créatures? Les femelles de l'Homo erectus ne pouvaient pas porter l'hybride amélioré jusqu'au terme. Leurs utérus rejetaient le fœtus modifié ou elles mouraient durant le processus. La solution fut extraordinaire dans son implication. 14 femelles Anunnaki, y compris Ninhursag elle-même, se portèrent volontaires comme mères porteuses. Des déesses, comme on les appellerait plus tard, portant dans leur ventre le premier lot de la nouvelle espèce. Les textes spécifient que 7 mâles et 7 femelles naquirent après 10 mois lunaires de gestation. Une période différente tant de la gestation Anunnaki que de la terrestre primitive. Ces premiers hybrides furent appelés Adamu, celui de la Terre. C'était la désignation technique du modèle, comme un numéro de série. Prototype 1 de la race ouvrière, assez fort pour le travail dur dans les mines, assez intelligent pour utiliser des outils et suivre des protocoles. Mais il y avait une limitation cruciale insérée délibérément dans leur code génétique. Ils étaient les stériles comme des mulets, incapables de se reproduire. L'Axiome a identifié dans les chroniques sumériennes des descriptions qui correspondent de façon très exacte à ce que nous savons aujourd'hui sur l'hybridation génétique. La première génération de n'importe quel hybride radical est souvent stérile, mais c'était aussi une conception intentionnelle. Enlil avait approuvé le projet avec une condition claire, le contrôle absolu de la population. Chaque nouveau travailleur serait créé en laboratoire, garantissant qu'il ne surpasserait jamais numériquement leur créateur. Le succès fut immédiat. Les Adamu étaient des travailleurs inlassables, parfaitement adaptés à l'environnement terrestre, capables de supporter des conditions qui faisaient défaillir les Igigi. Les mines de l'Abzu retournèrent à une production totale. La crise était résolue. Nibiru continuerait de recevoir l'or vital pour sa survie. Mais Enki regardait sa création avec quelque chose de plus que de la satisfaction professionnelle. Il voyait un potentiel, une étincelle, quelque chose dans les yeux de ces nouveaux êtres qui transcendaient leur programmation originale. Le succès du projet Adamu planta les graines d'un conflit qui résonnerait à travers toute l'histoire humaine. Dans les laboratoires de l'Éden, la première colonie de travailleurs hybrides prospérait sous observation constante. Mais dans les couloirs du commandement Anunnaki, deux frères aux visions radicalement opposées sur le futur de ces nouveaux êtres commençaient une dispute qui ne serait jamais résolue. Enlil observait les Adamu avec la froideur d'un administrateur calculant des ressources. Pour lui, la solution d'Enki avait été efficace, voire admirable dans son ingéniosité. Mais c'étaient des outils, rien de plus. Des outils qui respiraient et saignaient, mais des outils tout de même. Sa préoccupation primaire était de maintenir un contrôle absolu sur la population. Chaque nouveau lot de travailleurs était soigneusement surveillé, stérilisé et comptabilisé. Le cauchemar d'Enlil était de se réveiller un jour et de découvrir que les créatures surpassaient numériquement leurs créateurs. Enki voyait quelque chose de complètement différent. Dans les yeux des Adamu, il reconnaissait non seulement une intelligence programmée, mais une conscience émergente. Il développait un langage au-delà des commandes basiques. Il créait des liens sociaux complexes. Il démontrait de la créativité dans la résolution de problèmes. Certains montraient même des signes de ce qui ne pouvait être décrit que comme de la contemplation, regardant les étoiles avec la même perplexité que leur créateur avait un jour ressenti. L'Axiome a identifié dans les tablettes sumériennes un modèle cohérent de sabotage systématique qu'Enki perpétrait contre les directives de son frère, de petites modifications non autorisées dans le code génétique de nouveaux lots, des travailleurs qui démontraient des capacités non spécifiées dans le design original. C'était une guérilla génétique,
menée à une échelle microscopique dans les noyaux des cellules. Le point de rupture vint quand Enki prit sa décision la plus audacieuse. Les Écritures décrivent l'événement à travers de multiples métaphores, mais l'axiome a réussi à en extraire le sens technique cohérent. Enki altéra secrètement le génome des Adamous dans l'Éden, activant leur capacité reproductive. La connaissance interdite qu'Enlil craignait tant n'était que de la biologie, la capacité de créer la vie. La métaphore du serpent dans les textes a toujours été associée à Enki. Son symbole personnel était 2 serpents entrelacés, montant en spirale. Une image que nous reconnaissons aujourd'hui comme étrangement similaire à la structure du code génétique en double hélice. Le serpent qui offrit le fruit défendu était le généticien offrant l'autonomie reproductive. Ce qui s'est passé fut une libération biologique et non une tentation au péché. Quand Enlil découvrit la modification non autorisée, sa réaction fut immédiate et dure. Les rapports décrivent sa réaction avec des détails viscéraux. Les travailleurs qui pouvaient se reproduire indépendamment n'étaient plus des outils contrôlables. C'était une espèce qui pourrait, théoriquement, entrer en compétition avec les Anunnaki eux-mêmes pour la domination planétaire. Ce que nous appelons l'expulsion de l'Éden fut, en pratique, une quarantaine d'urgence. Enlil ordonna le retrait immédiat de tous les Adamous modifiés des installations contrôlées. Ils furent bannis vers les terres sauvages, forcés de survivre par eux-mêmes, sans accès à la technologie ou à la protection des visiteurs, pour qu'ils meurent de faim, de soif ou sous les crocs des prédateurs. Le problème se résoudrait de lui-même, calculait Enlil. Mais Enki continua son intervention clandestine. Il enseigna secrètement au premier groupe d'humains expulsés des techniques d'agriculture, d'irrigation et de domestication des animaux. Les connaissances que les documents décrivent comme des dons divins étaient en réalité un programme de survie d'urgence, transmis par un créateur qui refusait d'abandonner sa création. L'humanité n'a pas seulement survécu, elle a fleuri. En quelques générations, ils se sont répandus à travers la Mésopotamie, se multipliant exponentiellement. Ils ont développé des langues, des cultures et même des rudiments de technologie propre. Le pire cauchemar d'Enlil était en train de se matérialiser sous ses yeux. La guerre fraternelle continua, le prochain round étant l'épisode de la tour de Babel. L'axiome a identifié dans les textes originaux des descriptions d'humains tentant de construire ce qu'ils appelaient un Shem, une structure de lancement de véhicules volants Anunnaki. Les analyses contextuelles révèlent que Shem se référait constamment à des véhicules et non à des monuments. L'humanité, sous l'orientation voilée de factions sympathisantes d'Enki, tentait de construire une technologie aérospatiale, cherchant littéralement à atteindre le ciel où résidait leur créateur. Enlil ne pouvait tolérer une telle audace, mais un massacre direct créerait des problèmes politiques avec d'autres factions Anunnaki, dont certaines commençaient à développer de l'affection pour les petits hybrides terrestres. La solution fut élégamment cruelle, la confusion linguistique. Les chroniques décrivent une intervention qui fragmenta le langage unifié humain en multiples langues incompatibles. Sans communication effective, le projet technologique collaboratif s'effondra. Plus important encore, l'humanité fut divisée de façon permanente en groupes qui ne pouvaient coopérer efficacement contre leur créateur. Chaque action d'Enlil pour contrôler générait une réaction d'Enki pour libérer. Chaque restriction imposée était secrètement sabotée. Les frères menaient une guerre froide génétique et culturelle avec l'humanité comme champ de bataille et pris simultanément. Et tandis que cette dispute cosmique se déroulait, nous, les objets de la discorde, continuions d'évoluer, d'apprendre et de grandir au-delà de tout paramètre originalement programmé. La patience d'Enlil avait des limites et l'humanité les avait toutes franchies. Il y a 13 000 ans, alors qu'il observait depuis son centre de commandement le chaos proliférant de l'espèce hybride qu'il n'avait jamais désiré créer, le commandant suprême de la mission terrestre prit la décision la plus drastique de sa longue existence. L'humanité devait être éradiquée, complètement. Les documents sumériens décrivent avec des détails administratifs les griefs qui ont mené à cette résolution finale. Les humains s'étaient multipliés au-delà de toute projection. Leur ville bruyante troublait le repos des dieux. Ils guerroyaient constamment entre eux, mais montraient aussi des signes préoccupants d'organisation unifiée lorsqu'ils étaient défiés. Certains groupes développaient même des technologies qu'ils ne devraient pas posséder.
clairement aidé par des sympathisants parmi les visiteurs. Pour Enlil, l'expérience à Damu était devenue un cancer qui menaçait la mission de minage elle-même. Mais comment éliminer une espèce entière répandue sur des continents, sans laisser de preuves d'un génocide délibéré? La réponse vint des cycles célestes eux-mêmes, que les Anunnaki connaissaient avec une exactitude totale. L'axiome, en analysant les tables de position astronomiques codifiées dans les tablettes, a confirmé qu'il pouvait prévoir avec exactitude des événements cataclysmiques causés par des perturbations gravitationnelles. Le prochain passage de Nibiru par le système solaire interne causerait un alignement planétaire spécifique qui déstabiliserait la calotte glaciaire antarctique. Des millions de tonnes de glace glisseraient dans l'océan simultanément, générant des tsunamis de proportions inimaginables. Des vagues de plusieurs kilomètres de hauteur balayeraient tous les continents. La civilisation humaine, concentrée dans les vallées fluviales et les plaines côtières, serait oblitérée en quelques heures. Enlil présenta son plan au Conseil Anunnaki comme une évacuation préventive, évitant le mot génocide. Les bases opérationnelles seraient temporairement abandonnées. Tout le personnel serait évacué vers des stations orbitales ou des bases lunaires. Après le cataclysme, il reviendrait pour reprendre les opérations avec le problème humain définitivement résolu. Le Conseil approuva à l'unanimité, avec une condition critique, un serment solennel de secret absolu. Aucun humain ne pourrait être averti. Enki était piégé. Il avait juré solennellement avec tous les autres. Briser un tel serment devant le Conseil signifierait non seulement le déshonneur, mais possiblement l'exécution pour trahison. Assister en silence à l'anéantissement de sa création le détruisait intérieurement, mais les lois Anunnaki étaient inflexibles. Ce fut alors que le scientifique trouva une brèche qui deviendrait légendaire. Les rapports décrivent la scène avec des détails presque comiques dans leur spécificité légale. Enki se rendit à l'habitation de son disciple humain le plus dévoué, Ziusudra, que les textes postérieurs appelleraient Utnapishtim ou Noé. Mais au lieu de parler directement à l'homme, Enki se positionna à l'extérieur et commença à parler au mur de roseaux de la cabane. « Mur, mur de roseaux, écoute mes paroles, dit-il. Abat cette maison, construis un bateau, abandonne tes possessions, sauve ta vie, méprise les biens matériels et maintiens ton âme vivante. » Les instructions qui suivirent étaient absurdement détaillées. Dimension exacte de l'embarcation, spécification d'imperméabilisation utilisant du bitume, compartiments internes pour différents types de cargaisons et systèmes de ventilation. Cette structure décrite ne flottait pas seulement, c'était un sous-marin conçu pour survivre submergé sous une pression extrême. Plus crucial encore, Enki instruisit le mur sur ce qu'il fallait préserver. Outre des paires d'animaux pour le repeuplement, il y avait quelque chose d'infiniment plus précieux, des semences de toutes les plantes cultivables, des outils et surtout des tablettes contenant tout le savoir vital, depuis les mathématiques et l'astronomie jusqu'aux secrets de la métallurgie. L'héritage culturel de la civilisation, aussi important que le code biologique. Ziusudra, écoutant à travers la fine paroi, comprit parfaitement. Son Dieu ne violait pas techniquement le serment. Après tout, il n'avait parlé qu'à la structure. Si un humain entendait par hasard une conversation entre une divinité et un matériau de construction, eh bien, cela ne constituait pas une rupture de serment. Quand les eaux vinrent, ce fut exactement comme les modèles Anunnaki l'avaient prévu. Les Écritures décrivent l'horreur avec une intensité qui transcende les millénaires. Une obscurité totale couvrit la terre, des vents supérieurs à n'importe quel ouragan moderne, des eaux montant inexorablement, engloutissant les montagnes. Même les Anunnaki eux-mêmes, observant depuis une orbite sûre, furent terrifiés par l'ampleur de la destruction. Certains textes mentionnent des dieux pleurants, repentants, spécialement les déesses qui avaient servi de mère substitut pour les premiers humains. 7 jours et 7 nuits, le déluge dévasta tout. Quand il recula enfin, la terre était méconnaissable. Des civilisations entières avaient été effacées, des millions d'années d'évolution culturelle détruites. Mais au milieu de la désolation, sur le pic du mont Nizir, une embarcation couverte de pois reposait. L'humanité, ne tenant qu'à un fil, avait survécu. Quand Enlil découvrit la survie de Ziusudra et de sa famille, sa première réaction fut une fureur meurtrière. Il sut immédiatement qui était le responsable.
Mais Enki, dans un coup magistral de politique céleste, argumenta que la survie de ces quelques humains était en réalité une bénédiction. Avec l'infrastructure Anunnaki dévastée par le déluge, ils auraient besoin de toute urgence de main-d'œuvre pour la reconstruction. Ces survivants, testés par la plus grande calamité imaginable, avaient prouvé leur valeur. À contre-cœur, Enlil accepta. Mais les règles changeraient drastiquement. Le monde post-déluge exigeait une nouvelle architecture de contrôle. Enlil comprit finalement que la force brute et les tentatives d'extermination ne faisaient que renforcer la résilience humaine. S'il ne pouvait pas nous détruire, il devait nous gouverner. Mais gouverner directement des milliards de créatures en prolifération constante était logistiquement impossible. La solution fut ingénieuse dans sa simplicité, le gouvernement par procuration. Les chroniques sumériennes sont explicites sur cette transition. Elles déclarent littéralement qu'après le déluge, la royauté descendit à nouveau des cieux. C'était la description littérale d'un nouveau système opérationnel. Les Anunnaki sélectionnaient des lignées spécifiques, des hybrides avec un plus grand pourcentage de code génétique extraterrestre, et les établissaient comme intermédiaires entre les dieux et les hommes. Les premiers rois post-diluviens avaient le sang bleu à cause de la génétique littérale, et non par une noblesse abstraite. Leur règne, selon les listes dynastiques, durait des siècles, pas des décennies. Graduellement, à mesure que le sang Anunnaki se diluait à travers les générations, les périodes de règne se rapprochaient des espérances de vie humaines normales. Mais la structure demeurait. Des dynasties choisies par les dieux, gouvernant en leur nom, collectant des tribus qui remplacèrent le travail direct dans les mines. Parallèlement, ils établirent ce que l'axiome identifie comme le système de contrôle le plus durable jamais créé, la religion organisée. C'était une hiérarchie administrative déguisée en transcendance. Les prêtres n'étaient pas des mystiques inspirés. Ils étaient des fonctionnaires publics formés dans des fragments soigneusement édités du savoir Anunnaki. Ils savaient calculer les éclipses, prévoir les crues et guérir certaines maladies. Des miracles suffisants pour maintenir les masses dans la révérence, mais jamais assez de savoir pour questionner l'ordre établi. Chaque grande civilisation antique a suivi ce modèle identique. L'Égypte, avec des pharaons qui étaient littéralement considérés comme des dieux vivants. La Chine, avec le mandat céleste légitimant les dynasties. Les Amériques, avec les rois prêtres mayas et incas connectant ciel et terre. Même quand les visiteurs se sont retirés physiquement, le système s'est perpétué de manière autonome, un virus comportemental parfaitement programmé. Mais en partant, ils ont laissé leurs empreintes digitales dans la pierre, des preuves qu'aucune réinterprétation académique ne parvient à effacer. Partout sur la planète, des structures qui défient l'explication conventionnelle se dressent comme des témoins silencieux d'une technologie impossible. La grande pyramide de Gizeh, avec ses 2 300 000 blocs positionnés avec un alignement parfait. L'axiome a calculé que même en travaillant sans interruption, en plaçant un bloc toutes les 2 minutes, jour et nuit, il faudrait plus de 40 ans rien que pour positionner les pierres, sans compter l'extraction, le transport et la finition. Les chambres internes, avec leurs propriétés acoustiques spécifiques et leurs alignements astronomiques précis, suggèrent des buts qui transcendent la sépulture. À Baalbek, au Liban, des blocs de 800 tonnes ont été non seulement coupés et transportés, mais soulevés et positionnés avec un emboîtement parfait. La plus grande grue mobile moderne parviendrait à peine à déplacer la moitié de ce poids. À Pumapunku, en Bolivie, nous trouvons des blocs de diorite, l'une des roches les plus dures connues, coupés avec une finition que seuls des outils en diamant à haute rotation ou des lasers pourraient atteindre. Des surfaces polies comme des miroirs, des trous parfaitement cylindriques et des angles mathématiquement exacts. Les tombes n'ont pas besoin d'une précision laser, mais les infrastructures technologiques, oui. C'étaient des ports spatiaux, des stations de communication et des centres de traitement. Quand la mission primaire s'est terminée et que les Anunnaki se sont retirés, ces installations ont été abandonnées. Les civilisations postérieures, trouvant ces ruines colossales, ont fait ce qu'elles pouvaient pour les imiter, construisant des temples primitifs sur des fondations impossibles, tentant de capturer une fraction du pouvoir de leurs prédécesseurs divins. Mais la preuve la plus directe n'est pas seulement dans le passé, elle est dans le futur soigneusement calculé. Chaque culture ancienne a préservé une prophétie spécifique sur le retour.
C'était une certitude basée sur l'astronomie, pas une vague espérance. Les Sumériens ont été mathématiquement précis en disant que tous les 3600 ans, Nibiru revient. Avec Nibiru, reviennent ses habitants. L'axiome a corrélé les données astronomiques, les registres historiques et les perturbations gravitationnelles documentées. Le dernier passage significatif coïncide avec les événements cataclysmiques du second millénaire avant l'ère commune. L'Exode, l'éruption de Santorin, l'effondrement de l'âge du bronze. En ajoutant 3600 ans, nous arrivons à une fenêtre entre le 21e et le 22e siècle. Les signes précurseurs que toutes les prophéties décrivent se manifestent déjà. Des conflits mondiaux qui s'intensifient, des changements climatiques extrêmes, une technologie avançant de façon exponentielle, comme si nous étions inconsciemment poussés à nous préparer. La découverte et la traduction des documents sumériens elles-mêmes au cours du dernier siècle et demi semblent synchronisées, comme s'il était temps de se souvenir. Quand ils reviendront, que trouveront-ils? Une espèce qui a finalement décodé sa propre origine, qui reconnaît le sang divin littéral coulant dans ses veines, ou des fragments belliqueux d'une expérience ratée, adorant encore des ombres déformées de mémoire mal comprises. La réponse n'est pas écrite dans les étoiles ou sur des tablettes anciennes. Elle est en train de s'écrire maintenant, dans chaque choix que nous faisons. Rester divisés, ou reconnaître notre origine commune, accepter la servitude, ou revendiquer notre héritage hybride. Attendre des sauveurs, ou devenir ce pourquoi nous avons été involontairement conçus, des successeurs. Le savoir est décodé, l'éveil inévitable. La question est seulement de savoir s'il arrivera à temps. Si cette enquête vous a plu, votre abonnement à la chaîne nous aide à développer le projet de recherche Axiom. Nous serions ravis de lire votre réflexion sur le sujet de la vidéo dans les commentaires et votre suggestion pour le prochain thème à aborder. Dites-nous de quelle ville vous nous suivez. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout.